On va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. J'espère que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien. Vous êtes en direct de la FNEAD à Paris, avec les personnes autour de la table que je vais bien sûr vous présenter. Vous êtes très nombreux connectés aujourd'hui et je vous en remercie pour parler aujourd'hui de RSE. Alors la RSE, c'est un élément dont on parle beaucoup, sur lequel on a toutes et tous envie de se lancer, mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile de savoir par quel bout prendre les choses. On a envie de valoriser ce qu'on fait, mais on ne sait pas exactement comment. Et on a beaucoup d'attentes, qui soient individuelles, peut-être au niveau de la société, parfois au niveau de son établissement, qui se font jour. Et on a parfois du mal à mettre en avant ce que l'on fait en HAD. Alors, la RSE, je pense que de manière... on est aujourd'hui en 2025, on aurait pu se dire ça il y a quelques années déjà, mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus passer à côté, c'est devenu un élément inévitable et c'est une très bonne chose. Il est important aujourd'hui de voir la place que l'hospitalisation à domicile ou les éléments qu'on peut valoriser en hospitalisation à domicile. Certains établissements avec hébergement n'ont pas attendu pour mettre en place une démarche, penser cet élément-là. Je pense qu'en ce qui concerne l'HAD, on a des atouts à faire valoir. Alors, je pense notamment le fait qu'on n'ait pas de bâtiment à chauffer, pas de restauration collective, des consommations d'énergie qui sont plus faibles. Mais pour tous ces éléments-là, encore faut-il savoir et pouvoir les mettre en valeur. Alors, le son ne fonctionne pas, je ne sais pas si on m'entend. Ah, est-ce que si personne m'entend? Si, c'est bon, on t'entend. Si, ça fonctionne. Ah bon. Alors, je pense que c'est leur micro. Merci pour cette confirmation. Donc, c'était voilà, l'idée de se dire qu'il y a d'une part des choses qu'on fait en HAD qui, à mon avis, sont déjà des premiers éléments qu'il suffira de mettre en valeur. Et je pense que c'est, on peut dire, la partie du verre à moitié plein à valoriser. Et puis, si on regarde le verre à moitié vide, des choses sur lesquelles on peut agir, et ce qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, on va pouvoir le faire sur le transport de médicaments, la gestion des déchets, évidemment le transport des personnes qui se rendent à domicile, pour ne citer que ces exemples qui sont les plus faciles. Donc, se lancer dans cette démarche RSE, une fois qu'on l'a dit, il s'agit de savoir comment commencer. Nous, à la fédération, on a un peu systématiquement le même réflexe, c'est tout simplement profiter du travail qui a été fait par d'autres pour se l'approprier. C'est aussi simple que ça. On n'est pas obligé de commencer par la face nord de la montagne. On peut commencer au plus facile, s'inspirer de ce qui a été fait, ce qui a été bien fait dans un certain nombre d'établissements ou dans des structures autres comme celle qui va vous être présentée juste après, qui nous accompagne dans ce travail-là. Tout simplement pour pouvoir trouver éventuellement des financements, trouver éventuellement des manières de formaliser une stratégie en termes de RSE ou tout simplement engager la démarche et voir sur quel levier au sein de nos établissements on va pouvoir agir à très court terme. Donc, de manière très concrète, aujourd'hui, ce webinaire qui vous est proposé par la FNEAD et avec le concours de Primum Non Nocere qui vous sera présenté juste après, ça permet un petit peu de poser les bases de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire d'où on peut commencer, ce qu'on a à faire valoir et comment on peut organiser les choses pour identifier tout simplement des axes de travail concrets. Ensuite, il y aura la création d'un club tendance RSE qui va permettre finalement de créer une espèce de communauté autour de cette stratégie-là et de pouvoir partager ce qui se fait, s'appuyer un peu les uns sur les autres, puisque en la matière, je ne pense pas qu'on puisse évoquer le problème d'une quelconque concurrence ou d'une quelconque exclusivité d'un établissement vis-à-vis des autres. Je pense qu'on a là une marge de progression nationale, pour ne pas dire internationale, devant nous. Et puis, la poursuite de ces temps d'échange que nous souhaiterions formaliser à travers éventuellement d'autres lieux d'échange, d'autres formations que nous pourrions mettre en place et pour lesquelles nous solliciterons votre concours. Donc, avant de laisser la parole à Olivier Thomas qui est avec nous aujourd'hui, je voudrais insister sur un point essentiel. La RSE n'est pas qu'une démarche écologiste, c'est une démarche qui est bien plus large que cela. Je pense qu'elle trouve ses appuis, bien sûr, sur les éléments écologiques pour réduire l'impact de nos activités et puis préserver les ressources qui nous permettent de les développer. C'est aussi un élément économique, tout simplement, puisque l'amélioration de la performance sur ce champ-là peut avoir des externalités positives en termes économiques. Et puis, social, puisque je l'ai dit en introduction, je pense qu'il y a une demande qui est faite
par une demande citoyenne avant toute chose, une demande aussi par les professionnels, et puis peut-être aussi considérer ces démarches-là comme un élément d'attractivité de notre secteur vis-à-vis du reste du monde dans lequel il évolue. Donc c'est ce champ très large que j'aimerais que l'on puisse balayer aujourd'hui avec vous toutes et vous toutes qui êtes connectés. Je vous en remercie. Je souhaite que les outils de la FNEAD qui se déploient vous soient d'abord utiles, puisqu'on est quand même ici pour vous rendre un service, donc ça puisse vous être concret, appropriable, utile et compréhensible. Deuxièmement, je souhaite que les outils qu'on va mettre à votre disposition vous aident à faire valoir le champ des possibles pour ce qui concerne l'hospitalisation à domicile et vraiment mettre en avant à la fois nos forces et puis les marges de progrès qui restent à conquérir. Et puis, dernièrement, peut-être vous sécuriser un petit peu aussi pour les établissements qui s'y emploieront, sécuriser la démarche RSE, qui est certes une démarche individuelle à l'échelle de votre établissement d'hospitalisation à domicile, mais qui s'inscrit dans un mouvement, comme on aura l'occasion de le redire, dans un mouvement beaucoup plus global. Voilà. Pour cette petite introduction un peu pour le cadrage des éléments, je passe sans plus attendre la parole à Olivier Thomas, qui est avec nous à la Fédération, pour la présentation qui vous est faite aujourd'hui. Je vous remercie. Parfait. Je pense, si vous me le confirmez, que vous m'entendez et que vous avez bien mon écran. Oui. C'est parfait. Merci beaucoup. Un grand merci pour cette introduction et bien évidemment un sacré clin d'œil à la FNEAD et à sa présidente notamment pour avoir impulsé cette grande dynamique. Avant de me lancer dans ce challenge, de résumer ce qu'est la RSE dans le secteur de l'HAD en France en une quarantaine de minutes, je me présente. J'ai eu la chance de diriger les cliniques privées pendant très exactement 20 ans et de créer un service HAD, un des premiers sur Béziers, il y a une dizaine d'années. Donc je dis que c'est une chance parce qu'en effet, piloter des établissements de santé dans notre pays, malgré toutes les difficultés, c'est une chance. Et puis, pendant toutes ces années, j'ai compris que les sujets du développement durable décliné en santé étaient une clé. Parce que très clairement, le développement durable décliné en santé, ça permet trois choses. Ça permet d'optimiser les dépenses de santé. Ça permet de réduire l'ensemble des impacts sur la santé humaine et sur les écosystèmes. Et ça permet de redonner du sens au métier de la santé. Alors à partir de là, j'ai décidé en 2007 de créer le Comité pour le développement durable en santé. Au départ, c'était une association. Nous étions 25 adhérents. Il y a maintenant 1 millier d'adhérents dans le pays. Et en 2009, j'ai décidé de me consacrer qu'à ça en créant l'agence Primum Non Nocere. D'abord ne pas nuire. Et nous sommes maintenant une quarantaine de consultants à travailler dans toute la France et nous accompagnons un peu plus d'1 millier d'établissements de santé, publics, privés, sanitaires, sociaux, médico-sociaux, en hospice complète ou en hospitalisation partielle et à domicile, sur tout le territoire, sur les grands sujets de la RSE. Et je vais donc essayer, avec cette expérience, de la partager avec vous. Pour démarrer un petit peu l'esprit de ce webinaire, puisque nous aurons un temps d'échange tout à l'heure, l'idée est véritablement de vous faire partager ce qu'est cette responsabilité sociale, sociétale en hospitalisation à domicile, et j'essaierai de vous montrer quels sont les grands défis actuels et puis les opportunités concrètes, parce que nous considérons en effet que dans la complexité de notre domaine, la RSE est une opportunité, est un levier. Tout d'abord, pourquoi décider d'agir? Vous êtes aujourd'hui très nombreux, donc je pense que vous n'êtes plus dans la question du pourquoi, mais plutôt du comment. En ce qui concerne le pourquoi agir, je vais essayer de le résumer. Il y a 3 grandes raisons qui nous incitent à agir, et ce, rapidement. Première raison, l'ensemble des obligations réglementaires. Je ne vais pas vous les dépeindre aujourd'hui parce qu'il me faudrait quasiment la journée, puisque ça fait partie des modules d'un diplôme universitaire que nous avons créé en 7 heures. Donc, je ne vais pas vous résumer l'ensemble des réglementations, des plans français, européens ou internationaux sur ces sujets-là. Je vais vous en citer uniquement quelques-uns. Tout d'abord, nous avons au niveau de l'Europe ce qu'on appelle la CSRD, cette nouvelle obligation pour les grandes entreprises qui a été reculée pour l'instant, mais qui de toute façon s'appliquera à tout le monde entre 2027 et 2030. Cette CSRD nous demande d'éditer chaque année un rapport de durabilité et surtout demande à ce qu'un commissaire aux comptes vérifie
les données, c'est-à-dire qu'on ne sera plus dans du déclaratif comme on a l'habitude de le faire en France, mais nous serons obligés de fournir des données qui auront été contrôlées par un commissaire aux comptes. Ce qui pourra être une chance pour nous, citoyens et professionnels, ce sera la fin du greenwashing en Europe, puisqu'aujourd'hui, on est encore dans des données qui sont souvent fausses et manipulées. Et puis, dans ces grandes réglementations, vous avez l'obligation de ce qu'on appelle le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, je vais y revenir, c'est-à-dire mesurer son impact sur le changement climatique, transformer la consommation d'énergie directe et indirecte en bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour mettre en place un grand plan de transition. C'est valable à l'échelle individuelle, mais c'est aussi valable à l'échelle collective. Et puis nous avons aujourd'hui aussi les réglementations, enfin au-delà des réglementations, la Haute Autorité de Santé qui a rajouté de nombreux items sur la santé environnementale, sur l'éco-conception des soins et sur tout ce qui touche la transition écologique. Donc, nous avons aujourd'hui, dans le pourquoi agir, de très nombreuses obligations réglementaires, différentes par type d'établissement et par statut, mais elles sont bien là. Nous avons également des feuilles de route nationales. La plus intéressante pour ceux qui sont passionnés par ce sujet, c'est le Plan national santé-environnement, le PNSE, que je vous engage à découvrir. Il est en ligne, facile à trouver, et ses déclinaisons régionales, sur lesquelles je vais insister un petit peu, les PRSE, plans régionaux santé-environnement. Pourquoi j'insiste sur ce sujet? Parce que c'est la déclinaison du plan national avec des objectifs régionaux, mais surtout des aides, des financements et des subventions qui permettent aux établissements de santé, notamment, de mettre en place des actions en ayant des financements quasiment à 100% pour tout ce qui peut être appui conseil, formation individuelle et collective sur l'ensemble de ces sujets. Donc ça vaut vraiment le coup de maîtriser le plan régional de sa santé tout en connaissant bien évidemment les lignes de financement qui existent. Et puis nous avons depuis maintenant 2 ans la planification écologique du système de santé, c'est-à-dire la feuille de route du ministère de la Santé, avec 7 chapitres très précisément. Tout ce qui touche le bâtiment et la maîtrise de l'énergie, les achats durables sur lesquels je vais revenir, les soins éco-responsables, l'économie circulaire, c'est-à-dire les déchets du secteur. Alors nous, on ne parle plus de déchets, on parle de matières résiduelles. L'économie circulaire étant la transformation des matières premières des matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. Bien évidemment, tout ce qui touche le secteur de la formation et de la recherche en transformation écologique, la mobilité qui touche beaucoup votre secteur, et l'impact environnemental du numérique qui représente aujourd'hui 4% des émissions de gaz à effet de serre et qui en 2030 en représentera plus du double. Cela fait donc partie des grands enjeux que nous avons dans notre domaine que de maîtriser l'impact du numérique en santé. Et puis un point dont on ne parle pas assez souvent, c'est l'évolution des attentes des financeurs. Aujourd'hui, le secteur qui nous contacte le plus actuellement, ce sont les fonds d'investissement et les banques qui nous demandent de fabriquer des outils pour mesurer véritablement l'engagement RSE d'organisations, de tout type d'organisation, et notamment aujourd'hui d'organisations de santé. Des financements nombreux par les ARS, agences régionales de santé, selon le PRSE, avec des financements différents par région. Vous avez aussi la Caisse nationale d'assurance maladie qui se dotait d'une feuille de route spécifique sur la transition écologique avec des priorités sur l'éco-conception des soins et des parcours de santé. Et puis les fonds d'investissement qui aujourd'hui donnent des obligations et des financements avec des taux différents en fonction de l'engagement réel d'une structure de santé. En ce qui concerne le pourquoi, j'ai envie de dire, il y en a un autre, mais que l'on a constaté avec le temps, c'est l'attractivité du secteur en fait. Et quand je parle d'attractivité, c'est pas forcément en termes de patientèle, c'est plus pour le recrutement des compétences. Dans de nombreuses villes, on le remarque dans l'hospitalisation, pour l'instant pas dans l'hospitalisation à domicile, mais les établissements qui se sont engagés véritablement dans des programmes RSE avec des labellisations n'ont pas de problème de recrutement. Les labellisations RSE, comme celle de l'AFNOR ou du THQSE, sont des facteurs d'attractivité pour les professions médicales qui aujourd'hui commencent à refuser d'aller travailler dans des structures qui ne garantissent pas de fournir des soins sans prendre en considération les risques émergents comme l'exposition aux perturbateurs endocriniens, aux nanoparticules, aux champs électromagnétiques et l'ensemble des risques chimiques. Donc, dans le pourquoi agir aussi, il y a important d'avoir en tête que les nouvelles générations sont très sensibles à ces grands enjeux d'engagement sur la RSE. Alors, comment agir? Quels sont les leviers? Je vais vous en présenter 6. Il y en a d'autres, mais je vais insister sur cela. Premier levier, agir sur le changement climatique. Vous le savez, ce n'est pas une découverte. Je crois que maintenant, tout le monde a la conscience
que mesurer et réduire son empreinte carbone pour protéger la santé des patients, c'est une priorité, tout le monde le sait. On ne sait pas forcément comment. Je pense que là, vous êtes nombreux, vous êtes déjà près de 140 à être connectés. Je pense que vous êtes convaincus du fait qu'il faut lutter contre ce changement climatique, mais sans forcément savoir comment faire. Eh bien, il y a une première étape qui est incontournable, c'est de calculer son empreinte carbone, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Nous avons réalisé de très nombreux BGS pour le secteur de l'hospitalisation à temps complet. Vous en avez une synthèse sur l'écran en bas à droite. Je ne rentre pas dans tous les chiffres, ça serait trop fastidieux, mais je vais juste vous parler des codes couleurs. Aujourd'hui, dans les codes couleurs, voilà ce qu'on retrouve. La plus grosse partie des émissions de gaz à effet de serre, celle qui est en vert, en fait, c'est la politique d'achat hospitalière. Vous le voyez, là en violet, vous avez les déplacements des patients, vous avez l'énergie directe. Ici, en bleu, les immobilisations, c'est-à-dire tous les investissements lourds, mais on le voit, plus de 60% de l'empreinte carbone du secteur de l'hospitalisation à temps complet est représentée par la politique d'achat. Et oui, bien évidemment, acheter un dispositif médical qui est fabriqué à 50 km ou au fin fond de l'Asie, qui va être soit incinéré, soit recyclé, ça n'est pas la même empreinte. Alors, il y a beaucoup d'établissements d'hospitalisation complète qui ont fait leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui nous a permis de faire cette infographie, puisque là, on a agrégé à peu près les données de 300 établissements pour lesquels on a fait le BGS. Hélas, trop peu d'établissements d'hospitalisation à domicile ont réalisé cette empreinte, donc il est très difficile aujourd'hui de dire voici les grands plans d'action. En tout état de cause, certains d'entre vous l'avaient déjà fait, certains sont en train de le faire. Il est évident que si on veut agir sur le climat, il le faudra, puisque les grands objectifs, vous le savez, pour 2100, c'est de ne pas augmenter la température de plus de 1,5 degré, sachant qu'on a déjà atteint cette année ces chiffres-là. Ce n'est pas, définitif, bien évidemment, mais en tout cas, si on veut que la vie sur Terre soit pérennisée et que nos écosystèmes le soient aussi, il va falloir travailler très précisément sur la réduction de son empreinte. Et pour réduire son empreinte, il faudra travailler sur l'empreinte du bâtiment, sur l'empreinte des achats, sur l'empreinte des déchets, sur l'empreinte des déplacements et bien sûr sur sa consommation d'énergie directe et indirecte. Mais en clair, sans une mesure précise, il sera très difficile de mettre en place un plan d'action individuel, un plan régional collectif ou un plan au niveau de la fédération. Les achats responsables sont hélas encore, je suis très fier de ma photo, sont encore hélas considérés très souvent comme une espèce de cerise sur le gâteau, parce que, à mon sens, on n'a pas assez formé les acheteurs sur le sujet. À ce titre, j'ai la grande joie de vous annoncer qu'un premier diplôme universitaire commence à Paris sur les achats responsables en santé à partir de janvier. Les achats responsables, c'est quoi? Eh bien, c'est de prendre en considération, pour l'achat d'un produit ou d'un service, ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Tout ce qui a été consommé, tout ce qui a été généré, que ce soit des matières premières, des déplacements, du temps, pour la création d'un bien ou d'un service. Retenez cet acronyme ACV, analyse du cycle de vie, car il deviendra une clé dans la politique d'achat. L'achat responsable, ça veut dire qu'il faut se former, ça veut dire qu'il faut intégrer le coût total de possession, mais également travailler avec des centrales d'achat qui sont engagées sur le sujet. Sur une quarantaine de centrales d'achat dans le pays actuellement, je peux vous dire qu'il y en a 3 qui sont engagées sur ces sujets-là pour de vrai. Donc je vous engage vraiment à checker ce sujet avec eux pour être sûr que les achats que vous réalisez sont faits en prenant en considération des critères de choix qui soient avérés sur le sujet. Autre levier incontournable, vous avez vu la photo qui est là, vous les connaissez toutes et tous, vous en avez tous les jours, ce genre de livraison, un peu moins peut-être aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais la gestion des déchets, ça fait vraiment partie des clés de demain. Il existe, pour vous dire, au domicile ou en hospitalisation, plus de 50 familles de déchets. Ces 50 familles de déchets sont toutes revalorisables. Il existe des filières payantes ou gratuites, organisées ou non à l'échelle des territoires, permettant de réaliser ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette économie circulaire qui permet de transformer des matières résiduelles en matières premières pour les autres. Un exemple très simple, on sait récupérer aujourd'hui des masques à usage unique et les transformer en bancs de jardin. On sait récupérer aujourd'hui des boîtes de piquants coupants tranchants, tout en récupérant d'un côté le plastique et de l'autre côté le métal. Ou on sait aussi tout incinérer, mais vous comprendrez que l'impact carbone du tout incinéré à 800 degrés et l'impact carbone de la revalorisation, bien évidemment, n'est pas le même. La gestion des déchets, de ces matières résiduelles, ça fait partie des grands enjeux de l'avenir.
La transformation numérique, vous l'avez vu, ça fait partie des priorités de l'État. Le numérique joue un rôle clé dans nos pratiques en santé, dans les pratiques de la RSE. On sait aujourd'hui mesurer l'empreinte du numérique d'une organisation. Encore faut-il le faire pour ensuite prendre les bonnes décisions, pour choisir le bon data center, les bons outils ou les bons services en termes de visio, par exemple, comme aujourd'hui. Donc, transformation numérique, ça fait partie des sujets qu'il faudra maîtriser. Très gros enjeu en termes de RSE, tout ce qui touche la qualité de vie et la santé au travail. Aujourd'hui, il existe des outils, des baromètres qui permettent de mesurer la qualité de vie d'un service. Trop peu l'utilisent à mon sens, parce que sans ce genre d'outils, sans indicateur, il est quand même très difficile de mettre en place un plan d'action et de mesurer les résultats de son plan d'action. L'environnement de travail est différent, bien évidemment, dans un hôpital qu'à domicile. Il y a de grands enjeux sur la QVT et la santé au travail pour vos collaborateurs. Vaste sujet que celui de la santé environnementale, sur laquelle, en fin de webinaire, je vous ferai une proposition. Je vous lancerai peut-être même un défi sur le sujet. La santé environnementale est véritablement aujourd'hui connue comme un facteur clé pour le bien-être des soignants et bien sûr des patients. Toute la dynamique, c'est de minimiser les expositions de tous les risques émergents à domicile. Et je reste convaincu que le secteur de l'HRD a un rôle majeur à jouer sur ces sujets-là. Pour moi, vous pouvez même devenir demain les leaders d'une médecine de la vie, d'une médecine intérieure en fait, parce que vivre dans un environnement sain, ça ne s'invente pas, ça se mesure, ça se calcule, il faut aussi se former. Mais je reste vraiment convaincu que le secteur de l'HRD peut devenir le leader sur le sujet, parce qu'à l'hôpital, on peut faire des choses, mais à domicile, on peut former, sensibiliser patients et familles sur le sujet. Une des grandes clés, c'est là-dessus qu'on a créé le C2DS, il y a maintenant très précisément 20 ans, puisqu'on a déposé les statuts en 2005, le Comité pour le développement durable en santé, dont l'objectif était d'identifier les bonnes pratiques et de les mutualiser. Et au passage, d'identifier les mauvaises aussi, parce que quand on identifie des mauvaises pratiques, on peut les dénoncer et faire en sorte de ne pas les appliquer. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure en introduction notre invité qui nous disait oui, en effet, inspirons-nous des exemples d'actions réussies. Alors, je vais vous en citer quelques-unes qui sont soit en cours, soit déjà pratiquées depuis pas mal de temps dans certains établissements. Un des premiers sujets, qui va être un des sujets majeurs dans les 5 années qui arrivent jusqu'en 2030, c'est l'éco-conception des soins et des parcours de santé. L'éco-conception des soins et des parcours de santé, c'est une méthode qui vient de l'industrie au départ. On est capable d'éco-concevoir une bouteille en plastique, un stylo ou un dispositif médical. Et ces méthodes basées sur l'analyse du cycle de vie peuvent aujourd'hui s'appliquer à n'importe quel soin, n'importe quel service. À ce titre, je vous informe qu'au mois de mars, c'est-à-dire au printemps 2026, nous avons fabriqué avec l'aide d'un OPCO qui s'appelle l'ANFH, l'OPCO des hôpitaux publics, un outil qui s'appelle Osmose, qui sera un outil d'éco-conception des soins qui sera également à votre disposition à partir du printemps prochain. L'éco-conception permet de mesurer l'ensemble des impacts générés par une activité et de les réduire. Prenons pour exemple, au niveau des dispositifs médicaux, les acronymes que vous avez dans la parenthèse, c'est la suppression des phtalates, le DEHP notamment, et le bisphénol A, qui a été supprimé de la plupart des dispositifs médicaux en hospitalisation complète, mais pas forcément encore à domicile. Ces phtalates sont des perturbateurs endocriniens bien connus qui génèrent des quantités de pathologies chez les patients et à force même d'exposition pour les soignants. Donc, éco-concevoir les soins, c'est véritablement intégrer la réduction des gaspillages, la réduction des grammages, des coûts, des contenants ou des produits, et c'est aussi mettre en œuvre la prévention des risques chimiques qui existent dans l'ensemble des dispositifs que l'on peut utiliser. Un sujet absolument passionnant sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, c'est la dynamique de la chimiothérapie éco-responsable que l'on peut faire à domicile. Pour information, la chimiothérapie a été interdite en 2008 dans les cliniques vétérinaires à faire en ambulatoire. Pourquoi? Parce que les excrétas des animaux sont cytotoxiques 48 heures post-chimio. Ce qui veut dire qu'on est revenu en arrière dans le monde véto, il n'y a plus aucun animal qui a une chimiothérapie en ambulatoire. En santé humaine, on a fait l'inverse. Moi, quand je dirigeais ma première clinique il y a 20 ans, tous les patients en chimio étaient hospitalisés et on pouvait récupérer ou non les excrétas pour les détruire à 1200 degrés. Eh bien, ce secteur vétérinaire a pris de l'avance pour protéger, bien évidemment, les propriétaires d'animaux de ces expositions
puisque ces excrétas sont eux-mêmes cancérigènes. En santé humaine, on fait l'inverse. Maintenant, on est sur des durées de séjour très très courtes, voire de la chimiothérapie à domicile, avec des interactions très très importantes avec la famille. Nous avons créé pour certains établissements une dynamique et un passeport pour une chimiothérapie éco-responsable qui forme les acteurs aux 10 éco-gestes, aux 10 éco-attitudes à faire à domicile pour protéger la santé des conjoints, la santé des familles. Nous nous sommes basés sur des expériences dans des hôpitaux qui ont créé aussi des services de soins à domicile pour faire en sorte que les discours ne soient pas anxiogènes et que les gestes et les éco-attitudes soient faciles à mettre en œuvre à domicile. Ça fait partie des projets que nous proposerons au Club Tendance RSE dans les mois qui viennent. La réduction des polluants, je vais commencer à le citer tout à l'heure, la réduction des polluants à domicile, ça fait partie également des grands enjeux, puisqu'on est capable aujourd'hui de mesurer la qualité de l'air intérieur. Il y a 15 ans, quand j'ai créé ma structure, un appareil coûtait entre 12 et 15 000 euros. Aujourd'hui, on sait mesurer la qualité de l'air intérieur d'un foyer français avec des appareils qui ne coûtent pas plus de 150 euros. Donc, mesurer la qualité de l'air intérieur à domicile pour former vos patients aux éco-attitudes, ça fait partie des grands enjeux de demain. Pourquoi ce sujet? Tout simplement en vous citant un chiffre. La mauvaise qualité de l'air intérieur dans notre pays, c'est l'ANSES qui le dit, c'est pas moi, coûte 19 milliards d'euros à l'assurance maladie chaque année pour traiter les pathologies de cette mauvaise qualité d'air intérieur. Ça fait partie aussi des causes d'arrêt de travail. Donc là, vous avez un très bel enjeu et des établissements en France ont déjà fait ces actions et un recul de plus de 10 ans. La pratique de l'économie circulaire, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, avec la collecte de déchets de matières résiduelles pour les transformer. J'ai envie de vous citer plus particulièrement le verre médicamenteux, puisqu'on sait maintenant le traiter. On ne savait pas le faire jusqu'à présent. On sait maintenant dans certaines régions, pas dans toutes hélas. Ça fait partie des priorités de l'État, mais on sait faire sur Hauts-de-France et Aquitaine la transformation du verre médicamenteux dans des filières, sachant que le verre se traite quasiment à l'infini. Et puis, on a aujourd'hui, dans le cadre des accompagnements que nous avons fait notamment avec la NAP, des quantités d'actions qui sont exemplaires dans le monde de l'hospitalisation à domicile. On ne les a pas toutes identifiées. J'en profite pour vous dire, à l'issue de ce webinaire, si vous avez vous-même des pratiques, n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour qu'on puisse les identifier et puis faire, comme on a fait en hospitalisation, un partage très large des bonnes pratiques. J'ai envie de vous citer quelques retours que nous avons mis en œuvre. Vous avez à La Réunion, par exemple, des remplacements de blouses avec des manches longues par des blouses à manches courtes avec des fabricants qui sont éthiques et éco-responsables, avec de la mesure, de la réduction au niveau des produits utilisés pour le lavage que l'on est capable aujourd'hui de très clairement de mesurer. Avec également, toujours pareil, La Réunion, de la mise en place de sets de transfert de médicaments et de systèmes de perfusion EcoFlac, ça c'est en cours. Dans le département du 35, des vélos ont été mis en place pour les déplacements professionnels du côté de Rennes, des frigos connectés pour les professionnels et des casques avec de la réalité augmentée en hypno, avec des techniques d'hypnose ericksonienne pour réduire les interventions médicamenteuses. Sur Toulouse, il y a déjà bien longtemps des diagnostics RSE, THQSE sur l'ensemble du service pour avoir un premier scoring et mettre en place un plan d'action global. D'autres établissements ont créé des stratégies RSE, ont mis en place l'éco-conception des soins en incluant tout ce qui touche la gestion des stocks et des réflexions à mener avec les pharmacies de ville pour des éco-prescriptions. À Melun, très engagé sur la QVT avec des pratiques sportives hebdomadaires avec un coach. Sur Orléans, des journées animaux de compagnie. Également sur Orléans, des formations à l'éco-conduite. Et sur Paris, des partenariats avec l'association Rire Médecin pour réduire l'utilisation d'antidouleurs et également des formations à l'éco-conduite. Donc vous le voyez, on peut très rapidement s'apercevoir en mutualisant ces bonnes pratiques à l'échelle du territoire qu'il est possible de mettre en place des actions qui soient visibles et transposables. Alors maintenant qu'on a posé sur la table les différents défis, les enjeux, le fait de voir pourquoi agir et comment agir, j'ai envie de vous proposer, pour être extrêmement concret, tel que vous l'avez demandé, comment on peut mettre en place une feuille de route quasiment immédiate à l'échelle de l'ensemble des établissements qui sont en ligne aujourd'hui. Il y a des étapes clairement incontournables. Première étape, c'est la désignation et bien sûr la formation au passage d'un référent sur la RSE. Aujourd'hui, la RSE, c'est un véritable projet. C'est exactement comme la démarche qualité il y a 20 ans quand on commençait à avoir les RAC, les responsables assurance qualité dans nos structures. Aujourd'hui, on considère qu'on ne pourrait plus s'en passer. C'est pareil sur la désignation et la formation d'un référent.
Je vous engage à nommer, à faire un appel à bonne volonté sur le sujet. Chaque structure doit avoir une personne responsable pour piloter les initiatives. Un référent RSE, ça ne peut pas maîtriser tous les sujets. La RSE, c'est à peu près 20 sujets, 20 thèmes, on ne peut pas, moi le premier, maîtriser tous les sujets. Par contre, on peut piloter l'ensemble de ces thématiques. Il existe des formations sur Montpellier, sur Paris, pour manager ça. Je vous engage vraiment, même des e-learning, je vous engage à travailler sur ce sujet-là, parce que sans cela, vous aurez du mal à piloter une démarche. Deuxième action, en parallèle, c'est la création d'un COPIL RSE pour mettre en place un véritable comité de pilotage qui regroupe des acteurs clés. Dans un COPIL, on peut retrouver les soignants, les administratifs, même les patients, les représentants des usagers, les transporteurs, pour que les décisions soient communes et que l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur soient parfaitement engagés autour d'un projet comme celui-là. C'est la deuxième étape, un COPIL RSE, c'est facile à piloter. Et puis, j'ai envie de vous dire, mettez en place une première action. Il y en a plein. Identifiez celles qui sont faites par le réseau. On pourra revenir vers vous en vous en donnant un catalogue. Et j'ai envie de vous dire, utilisez ce qui marche déjà. Le passeport pour la chimiothérapie éco-responsable, c'est fait, ça marche. Je peux vous confier ces documents. Je peux vous faire même une formation rapide pour l'utiliser. Ça a été fabriqué et co-construit avec des soignants. Mettez en place une première action. Cela permettra d'instiller, d'impulser une dynamique et de donner de la matière à votre référent RSE et à votre COPIL. Et puis, bien évidemment, cela passera par la réalisation d'un diagnostic. On a créé un outil, on va l'utiliser pendant les sessions du club Tendance RSE que l'on vous proposera de mettre en œuvre. Eh bien, cet outil, par exemple, vous permet d'avoir une infographie telle que vous l'avez à l'écran. Un outil comme celui-là, alors c'est pas un audit fait par une personne extérieure. On ne va pas vérifier, c'est du déclaratif. Mais vous le verrez, pour ceux qui participeront à ce club, en 1 heure, on est capable, avec une vingtaine de questions, d'obtenir l'infographie que vous avez à l'écran, qui mesure ce qu'on appelle les indicateurs ESG, E environnemental, S social, G gouvernance, pour identifier, vous l'avez à l'écran, ce qui est en vert, qui est parfaitement réalisé, ce qui est en orange et qui est en cours, et ce qui est en rouge, c'est-à-dire votre zone de risque pour les mois et années à venir. En réalité, un outil comme ça vous permet quoi? Ça vous permet de comprendre comment prioriser. C'est la plus grosse des difficultés, on vous l'a dit en introduction. On n'est plus sur du pourquoi agir, on est sur du comment et par où le prendre. Eh bien, par où le prendre, cet outil vous permettra de prioriser les actions. Et encore mieux, grâce à un club Tendance RSE, c'est de mutualiser l'action. C'est pas la peine que chacun dans son coin invente un outil ou une méthode. En revanche, à l'échelle d'une fédération comme la vôtre, il est possible de mettre en place un grand plan d'action permettant d'avoir aussi des indicateurs et de pouvoir mutualiser les bonnes pratiques. Enfin, un levier majeur. On est tous en recherche de financement dans la santé, puisque on le sait aujourd'hui, c'est très compliqué. Et puis, ça ne va pas être un scoop, mais il ne faut pas s'attendre à des augmentations dans les mois qui viennent. Je pense que d'ici 2027, il ne va rien se passer et qu'après 2027, il ne se passera rien non plus, pour être très positif. Donc, maîtriser les financements à l'échelle nationale, régionale et en fonction de ces statuts, eh bien, c'est une clé. Alors là, pardon pour cette image, mais je n'ai pas pu faire autrement. Vous avez à l'écran tous les financements qu'on a identifiés qui peuvent exister en fonction de votre région, en fonction de votre statut, en fonction de la taille. Bien évidemment, un service qui a 1000 lits ou un service qui en a 20 n'aura pas les mêmes financements. On a aussi, bien évidemment, au-delà des subventions, c'est la petite bulle en haut à gauche, les économies que l'on peut générer. Alors, ces chiffres sont issus de l'hospitalisation et pas de l'achat parce qu'on n'en a pas assez. Mais je suis persuadé que c'est exactement la même chose. Sur les achats dans un service d'hospitalisation complète, on arrive très clairement à réduire de près de 5% l'ensemble des dépenses, l'eau 20% et la fourchette est plutôt entre 20 et 30. Sur les repas, on sait réduire le gaspillage alimentaire de 10%. Sur les produits d'entretien, on va même bien plus loin dans certains établissements. On est arrivé à une réduction de 70%, tout en maîtrisant bien sûr tout ce qui est lutte contre les infections nosocomiales. L'idée étant de ne pas rentrer dans une dynamique je sauve la planète, mais je veux augmenter les infections nosocomiales. Pas du tout. On sait faire aujourd'hui de la désinfection en réduisant les produits chimiques. En ce qui concerne les déchets, on sait les réduire de 10 à 30% dans certaines pathologies et l'énergie, on sait la réduire de 30%. Et dans cette grande bulle, je vais insister sur, bien évidemment, les financements ARS. Dans certaines régions, les ARS
Je vais vous les citer, les plus engagés financent jusqu'à 100% des démarches. Vous avez les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, vous avez la région PACA, Nouvelle-Occitanie, depuis peu Pays de Loire et actuellement se lance aussi l'ARS Grand Est dans des démarches financées entre 50 et 100%. Pour les services d'achat des privés, vous avez BPI France qui finance jusqu'à 60% des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, de diagnostic également sur les flux, sur les déchets et sur l'éco-conception des soins et des pratiques de santé. Vous avez bien sûr l'ADEME aussi qui fait partie des grands financeurs, l'assurance maladie sur tout ce qui touche la prévention des risques au niveau de la santé de vos collaborateurs. Et puis, ça fait partie des grands rêves que nous avons, très difficiles, c'est Horizon Europe ou le programme LIFE, qui, ça va vous étonner certainement, Horizon Europe, c'est un programme européen avec plus de 80 millions, pardon, j'ai toujours du mal avec ce chiffre, 80 milliards de financement sur la réduction de la transition écologique. Mais il y a une clé que l'on n'a pas réussi pour l'instant à mettre en œuvre, c'est qu'il faut des actions collectives partout en Europe et il faut les financer. C'est-à-dire, quand je dis il faut les financer, il faut amorcer la pompe. Si je vous traduis l'idée, c'est qu'il faut trouver en France une vingtaine d'établissements qui auraient envie de se lancer dans un grand projet de transition écologique, par exemple de réduction de l'empreinte hydrique ou de réduction des déchets ou de réduction de la consommation d'énergie, mais avec un consortium construit autour d'établissements au Portugal, en Allemagne, en Belgique, en Italie, pour aller chercher ces financements qui peuvent financer jusqu'à 80% de l'action. Mais pour ça, il faut, entre guillemets, amorcer la pompe. C'est un projet qui demande 6 mois de travail. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que je reviendrai vous voir pour vous dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une solution entre FHP, FEAP, FNHAD, SINERPA et l'ensemble des grandes fédérations pour dire allons chercher ces financements pour faire en sorte que le monde de l'hospitalisation complète et à domicile puisse en bénéficier. Donc vous le voyez, vous avez beaucoup de subventions, de financements, vous avez les OPCO également, vous avez dans certaines régions des OPCO qui financent de 50 à 100% des appuis conseils ou des formations des collaborateurs. Donc en clair, si on vous dit je ne me lance pas dans une démarche RSE parce que je n'en ai pas les moyens, je peux vous affirmer que ce n'est pas vrai. Parce que des moyens, je n'en ai jamais vu autant. Vous voyez, quand j'ai commencé mon activité, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, on a identifié plus d'une trentaine de sources de financement et dans certaines régions même des financements ciblés. Donc, il en existe. Ce qui est plus compliqué, c'est de dire par où je le prends. Enfin, avant d'échanger entre nous, nous avons l'intention de vous proposer d'animer, de mettre en œuvre un club tendance RSE qui permettrait justement de fédérer des représentants de vos structures dans les régions. Alors, on ne sait pas encore si ce seront des dynamiques régionales, nationales, ça va dépendre un peu de votre appétence et de votre envie pour rentrer dans cette dynamique. Club Tendance RSE qui permettrait de lancer des actions collectives, de promouvoir cette responsabilité sociale, sociétale dans vos établissements de santé. Je vous engage de ce fait à vous manifester pour peut-être savoir comment organiser la cartographie de cet engagement pour votre structure. Pour moi, c'est une clé parce que sans mutualiser les bonnes pratiques et fédérer les énergies, c'est quand même très compliqué. Et puis, je vous ai dit en introduction tout à l'heure que j'avais envie de vous lancer un défi. Oui, j'ai vraiment très envie de vous lancer un défi. Pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire, je vous le dis très honnêtement. L'idée est de lancer ce qu'on appelle un HAD Impact Score. L'HAD Impact Score, c'est quoi? Eh bien, j'ai un nouveau patient qui suit un parcours à domicile. Eh bien, on a créé une grille qui permet d'obtenir un score d'impact. Ce patient, avec une vingtaine de questions, aura eh bien, son impact qui sera matérialisé en fonction des produits chimiques qu'il utilise, des champs électromagnétiques auxquels il peut être confronté, de la qualité sanitaire des matériaux de construction ou de rénovation. Bref, on sait le faire, on l'a déjà testé, mais l'idée, c'est véritablement de transformer les acteurs de l'HAD en acteurs de l'environnement intérieur. Vous avez un enjeu, à mon sens, majeur. L'hôpital, public ou privé, ne peut pas faire ça. Il peut se l'appliquer à lui-même, il le fait déjà, puisque ce score existe déjà, mais il ne va pas à domicile. Vous, la clé, c'est que demain, vous êtes en capacité, en formant vos collaborateurs, ce pourrait être une formule e-learning massive, de créer cette dynamique pour faire vraiment de cette HAD Impact Score quelque chose de très, 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 très différenciant. En guise de conclusion, avant d'échanger ensemble, je pense que le sujet de la santé en France est
toujours très peu traité dans les campagnes présidentielles. On s'avance vers une campagne présidentielle. Et pourtant, nous représentons, les professionnels de santé, une priorité absolue. Et je suis convaincu que le secteur de la santé à domicile, d'une part, on le sait, il y a plein d'études sur le sujet. C'est pas une invention de ce jour. J'ai fait un post ce matin sur LinkedIn, coûte moins cher. Et il y a des études partout dans le monde qui montrent que l'HAD a un impact économique très favorable sur la société. Mais en plus, je suis persuadé que l'HAD a un impact très favorable sur la réduction des impacts sur l'environnement, sur les écosystèmes, mais aussi sur la santé humaine. Pour moi, la RSE, c'est vraiment une clé, c'est un levier majeur à une condition, c'est que vous puissiez agir de manière collective. L'idée donc de ce webinaire, c'est de vous donner envie d'agir, de dire toutes les solutions existent aujourd'hui, elles sont identifiées. En revanche, si vous voulez agir massivement et avoir un impact sur la société, il faudra un engagement individuel, mais également un engagement collectif. L'engagement collectif, je pense qu'il a été impulsé par votre fédération. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de jouer. Merci beaucoup, Olivier. C'était extrêmement riche, dans un timing absolument parfait et passionnant. Tout d'abord, vous dire, comme l'a indiqué Olivier, que pour le club Tendance RSE, les candidatures sont toujours ouvertes. Donc, vous pouvez me contacter directement pour candidater si cela vous intéresse. On est sur un calendrier de démarrage début 2026. Donc, vous avez encore tout à fait le temps de vous y inscrire. Peut-être pour démarrer, j'ai relevé 3 questions dans le chat qui permettront d'amorcer. Et puis après, s'il y a d'autres demandes de prise de parole, nous les prendrons avec plaisir. Une première question, que pensez-vous de l'indice vert mis en place par la CAP ? Alors, je vais vous le répondre très précisément, mais en vous disant très clairement que je suis en total conflit d'intérêts en répondant à cette question. D'accord. Voilà, je préfère le dire puisque j'ai créé l'indice vert de la CAP il y a maintenant quasiment 12 ans. Donc, j'y suis évidemment. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. De 3 jours. Donc, il faut voir avec Gaëtan s'il serait d'accord à prendre une semaine de plus. Mais la semaine après. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît ? Merci. Donc, je le précise, conflit d'intérêt total, puisque j'ai participé à la création de cet indice il y a déjà 10 ans. Et donc, je ne vais pas vous dire et me tirer une balle dans le pied. Vous dire qu'il est mauvais. Voilà, il est, à mon avis, on en est à la 3e version, il est très complet. L'indice vert va plus loin maintenant, parce qu'on a même lancé pour la CAP cette année l'indice vert contrôlé, c'est-à-dire qu'on va chez certains fournisseurs vérifier que ce qu'ils nous racontent est réel. Pourquoi on est allé jusque-là? Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous apercevoir, et ça fait partie des grosses difficultés pour les acheteurs, c'est que les industriels ont compris que les allégations environnementales, ça fait vendre. Capsule de café à empreinte carbone neutre, dentifrice sans triclosan, cosmétiques sans parabènes, tout ça, pardon, mais c'est du baratin. C'est du baratin, ce sont des allégations trompeuses et parfois mensongères. Donc, une politique d'achat aujourd'hui, ça veut dire que, 1, il faut collecter des données, mais 2, il faut être en capacité de les lire et de les vérifier. En cela, l'indice vert, aujourd'hui, le fait, puisque la CAP nous a confié le soin de vérifier auprès de 500 fournisseurs si leurs allégations étaient réelles, avec certains pour lesquels on va même jusqu'à se déplacer sur place. Donc, c'est pas parfait, loin de là, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une clé parce que privilégier un achat avec un label, un écolabel tel que l'indice vert, oui, c'est réduire son empreinte et c'est réduire la totalité des pollutions. Quelles sont les centrales d'achat engagées ? Ça m'est très difficile de répondre publiquement à cette question. Par contre, ce que je vous engage à faire, c'est de demander à votre centrale d'achat, celle avec laquelle vous travaillez, quels sont leurs engagements concrets et les critères de choix systématiques qu'ils appliquent. Et je peux vous aider un peu, je pourrais même m'amuser à vous donner une grille qui nous a servi de faire une photographie des centrales d'achat actuellement. Par exemple, est-ce que votre centrale d'achat demande l'analyse du cycle de vie d'un produit avant de le référencier? Oui, non. Est-ce que votre centrale d'achat sur des produits chimiques, par exemple, de nettoyage, fait l'analyse de la FDS, fiche de données de sécurité? Oui ou non? Moi, je suis très étonné de voir que les centrales d'achat mettent sur le catalogue des produits chimiques sur lesquels, quand on leur pose la question « Avez-vous analysé la FDS ?», on vous répond « Non, on n'a pas le temps parce qu'on a trop de références ». C'est pas possible, parce que vous comptez sur votre centrale d'achat pour le faire. Si vous ne le faites pas, personne ne le fait. Est-ce que si vous avez des référencements de matériaux du type peinture, vêtements, tout ce qui touche la rénovation,
Alors, ça ne vous touche pas beaucoup, vous, aujourd'hui, puisque vous n'avez pas de bâtiment. Enfin, vous avez quand même des bureaux hein, ici. Et puis, vos patients, demain, c'est important que vous sachiez quelles sont les clés, par exemple, et puis même pour vous à titre perso. Pour tout matériau de rénovation, il existe ce qu'on appelle la FDES, fiche de déclaration environnementale et sanitaire, qui vous donne le taux de composés organiques volatiles du produit. Est-ce que mon produit va émettre des particules dans l'air ou pas? Certaines étant cancérigènes. Si votre centrale d'achat n'est pas capable de répondre positivement à tout cela, eh bien, c'est qu'elle n'est pas engagée. Est-ce que sur des matériaux, par exemple, de tout ce qui est fourniture de bureau ou ce qui est matériel informatique, un ordinateur, un téléphone, une tablette, est-ce que j'ai le taux de champ électromagnétique émis? Oui ou non? Vous voyez, il y a des quantités de critères de choix sur la provenance, le kilométrage, la durée de vie, qui font que soit j'ai une centrale engagée, soit je ne l'ai pas. Voilà. Je pense qu'il est préférable de vous dire, apprenez-le par vous-même, parce que quelque part là, déjà, on est dans un critère de choix pour pouvoir faire les bons choix. Et puis, il y a une question très importante, c'est la clé, pardon, j'aurais dû commencer par ça, c'est est-ce que les produits sont référencés en prenant en considération le coût total de possession? C'est quoi le coût total de possession? J'achète un produit, allez, prenons l'exemple d'une solution hydroalcoolique. Une solution hydroalcoolique, on en achète tous. Quel est le critère de choix d'une solution hydroalcoolique? Le DAF, le financier, va me dire c'est le prix. OK. Le qualiticien va me dire c'est la qualité. Bah non, c'est ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que le prix, il va dépendre d'autres éléments comme le coût du transport ou le grammage du contenant, je vais y revenir. Et l'efficacité, c'est une norme AFNOR, que vous l'achetiez chez Yves Saint Laurent, chez Agnos ou chez qui vous voulez. De toute façon, si c'est une SHA, elle a une autorisation et elle répond à une norme. Pour moi, le critère de choix, c'est la logique du coût total de possession, c'est le grammage du contenant. Pourquoi? Parce que vous avez interdiction de jeter aux ordures ménagères le contenant d'une solution hydroalcoolique. C'est un délit. Ça doit aller dans une filière de déchets chimiques, avec un risque explosif lorsqu'on en met beaucoup. Donc, si j'ai deux fournisseurs, pour du 300 millilitres, si j'ai un contenant qui pèse 200 grammes et chez le concurrent un contenant qui pèse 300 grammes, il vaut mieux payer plus cher le contenant qui pèse 200 grammes que celui qui pèse 300 parce que je vais réduire ma facture et de transport et mon coût carbone sur le transport du déchet. C'est ça, si vous voulez, la dynamique du coût total de possession en connaissant l'analyse du cycle de vie d'un produit. Et là, encore une fois, ça fait partie des questions que vous-même, en tant qu'acheteur, vous ne pourrez pas poser systématiquement. Mais par contre, il faut que vous ayez la garantie que votre centrale d'achat ou votre GHT ou votre groupement fait cette demande pour vous. Très bien, très clair. Il y a eu plusieurs demandes de mise à disposition de l'outil Chimio. Donc, bien sûr, on réfléchira à la manière de le diffuser. Mais une question plus spécifiquement de savoir s'il est spécifique pour l'hospitalisation à domicile ou pas. Alors, mise à disposition de l'outil Chimio, je vais répondre tout de suite. Oui, mais non. C'est-à-dire que oui, on peut le mettre à disposition, puisque je vous l'ai expliqué, on a déjà été financé pour le faire. Donc, le but, c'est de partager les bonnes pratiques. On est quelque part dans une dynamique de compagnon du devoir en transformant et en formant. Mais ça s'accompagne du discours qui va avec. On ne peut pas balancer cet outil, parce que sinon, il peut être très anxiogène. Donc, il nécessite, oui, si on le transforme, si on le donne, on peut faire des webinaires ou des choses comme ça pour expliquer comment on l'utilise. Est-ce qu'il est utilisable à domicile? Oui, absolument, puisqu'il a été construit. Oui, il a été construit sur la dynamique de j'ai une chimio que je fais en établissement et je rentre à domicile ou je suis à domicile. Donc oui, il est parfaitement adapté. Très bien. Il est 14h23, nous avons encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans les participants? Si vous souhaitez lever la main et prendre la parole, c'est possible. Nous allons commencer par le numéro 1, c'est-à-dire Madame Bruno, selon mon ordre d'apparition. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'interroge sur le questionnaire HAD Impact Score que vous avez évoqué. Est-ce que ça, c'est un outil qui est partageable avec nous ou pas? Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, parce qu'il y a un gros travail derrière. C'est un outil que l'on mettra à disposition de ceux qui vont travailler qui vont vraiment œuvrer dans le club tendance RSE. Pour l'instant, on ne peut pas le diffuser en l'état. Non. Il n'est pas finalisé, surtout. Oui, l'idée, c'est de le tester véritablement. On l'a testé, nous, sur 2 services, mais chaque service peut avoir des particularités, donc on a besoin de l'améliorer encore. Ok, et pour le club tendance RSE, est-ce que vous avez quelques mots à nous en dire pour savoir en termes de
d'engagement, fréquence de regroupement de groupes de travail, ce genre de choses, pour qu'on puisse nous-mêmes porter l'information et le vendre auprès de nos directions? Ben, j'ai envie de vous dire, on va le co-construire. Moi, j'ai proposé, si vous voulez, l'idée à la direction, à la présidence de la FNHAD, qui dit, OK, lançons l'histoire. Après, on va voir si on est 3, si on est 4, si on est 10, si on est 200. Je pense qu'il faudrait, je voudrais plutôt vous proposer, manifestez-vous, parce qu'on ne savait pas trop si ça allait intéresser des adhérents ou pas. Et en fonction, on essaiera de voir ce qui est possible en termes de cadence, l'idée étant qu'on peut tout faire à distance. Je pense qu'une première session en présentiel serait intéressante parce que se connaître, c'est quand même mieux lorsqu'on veut travailler. Il y a beaucoup d'enjeux, mais après aussi, il y a d'autres priorités. Donc, ça dépendra de la disponibilité des uns et des autres. Il peut y avoir des sous-groupes, il peut y avoir des sous-chapitres. Moi, j'ai des idées sur le sujet, mais je ne pourrais pas les déployer sans vous, si vous voulez. Donc, l'idée, c'est que l'on se compte. Et dès lors qu'on saura combien on est, on co-décidera. Moi, j'ai rien à imposer. On co-décidera de la façon dont on peut le mettre en œuvre. D'accord, merci. Madame Tressac. Vous n'avez pas remis le micro. Oui, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Donc, merci pour ce temps RSE qui est vraiment, effectivement, comme vous disiez, monsieur, très intéressant et on est tous largement sensibilisés maintenant comment agir. Donc, moi, ma question, c'est au quotidien, nous allons dans des domiciles où nous voyons des cartons et des cartons de DM, de nutrition parentérale, plein de choses, des kits de perfusion, des choses qui ne servent à rien. Nous, à côté de ça, dans notre HAD, nous avons mis en place une délivrance à 7 jours. Nous n'avons pas de PUI avec les pharmacies d'officine. Nous avons mis en place vraiment quelque chose de très écologique et économique. Ça fonctionne plutôt bien. Et donc, je voulais savoir si, au niveau national, il existe des actions. Est-ce qu'on a commencé à travailler la question avec les prestataires de services qui, eux, continuent à gaspiller? Voilà, c'est une vraie question. Je suis désolée de la poser aussi crûment, mais moi, elle m'interroge au quotidien, en fait. Voilà. Réponse très clairement non. Alors, je ne connais pas tout. Hein. Il faudrait poser la question au ministre. Peut-être que lui-même est au courant de ce qui s'y passe. Enfin, un paquet de ministres, parce qu'avec tout ce qu'on a eu ces derniers temps, il va falloir interroger beaucoup de monde. Non, à ma connaissance, non. Si vous voulez, ce gaspillage est très bien organisé. On a même un syndicat infirmier qui l'a mesuré avec le C2DS récemment, hein, qui a mesuré le gaspillage des DM en France et qui a comptabilisé plusieurs milliards de gaspillage. Donc non, aujourd'hui, on n'est que sur du constat, on n'est pas sur de l'action. Ça fait partie, à mon sens, si vous voulez, des grandes actions à mener entre 2026 et 2030. Oui. Mais pour cela, il va falloir des indicateurs extrêmement précis. Il va falloir des gens qui s'engagent, il va falloir un plan d'action, il va falloir un suivi. Et il va falloir définir des priorités parce que vous ne pourrez pas travailler sur tous les sujets. Ça fait partie, à mon sens, des urgences, on est bien d'accord. Oui. Mais pour ça, il va falloir mutualiser les envies, les savoirs, les bonnes pratiques parce qu'on sait faire. Hein. On sait faire autrement. Sauf qu'il va falloir y consacrer du temps et un peu de moyens. Donc pour l'instant, ça n'est pas défini. Ce peut être justement le rôle de ce club tendance RSE que de définir une feuille de route avec des priorités et des moyens à mettre en œuvre sur le lustre qui arrive 2026-2030. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin du temps que nous nous étions donné. Nous vous remercions infiniment de vous être rendus disponibles et de vous être connectés aussi nombreux, ce qui démontre que c'était un besoin et un intérêt partagé. Donc, merci à nouveau et encore une fois, vous n'hésitez pas à me contacter si vous voulez rejoindre le club Tendance RSE. Les candidatures sont toujours ouvertes et comme nous le lancerons qu'en 2026, il n'y a aucune difficulté. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous revoir bientôt.